qui a pour thématique les tiers-lieux. Donc les tiers-lieux sont-ils le nouvel Eldorado du Grand Paris? Comme me faisaient remarquer mes invités, ils sont un peu chacun du côté de la table. On se croirait dans un débat présidentiel américain, mais ils ne sont pas l'un contre l'autre, mais plutôt ensemble pour aborder cette thématique des tiers-lieux. Alors tiers-lieux, c'est vrai que c'est une thématique qui est un petit peu à la mode. C'est un mot qu'on entend beaucoup dans les médias. Il est souvent associé au coworking, c'est vrai, on en parlera maintenant. Il ne se réduit pas à cela. Donc pour discuter de ce que représentent les tiers-lieux et surtout de ce qu'ils peuvent apporter aujourd'hui à un territoire, je suis ravie d'accueillir Dominique Alba. Vous êtes architecte et directrice générale de l'atelier parisien de l'urbanisme La Pure. Bonjour. Bonjour. Et Éric Lebouet, fondateur de EBOS, des espaces de coworking que vous avez choisi de positionner en banlieue, on en parlera évidemment. Nous avions un troisième invité qui est peut-être en retard, peut-être sur la route. Donc peut-être accueillerons-nous plus tard Geoffroy Boulard, qui est maire du 17e arrondissement de Paris, mais qui est également vice-président de la métropole du Grand Paris. Donc si jamais il arrive en cours de route, on sera ravis de le recevoir. Avec plaisir. Alors, pour commencer, une question sur ces fameux tiers-lieux, avec vous, Dominique Alba, puisque je crois que vous avez justement travaillé sur un atlas des tiers-lieux. Alors, est-ce qu'il y en a vraiment beaucoup dans la métropole? Est-ce qu'il y en a de plus en plus? Et puis, de quel type de lieu est-ce qu'on parle? Puisque finalement, tiers-lieux, on met un peu tout et n'importe quoi derrière. Merci. Avant de vous répondre, je voudrais juste citer, parce que je pense que ça intéressera la salle, une note du rectorat des académies Paris, Créteil et Versailles qui fait le point sur... ah, mais le voilà, il est impeccable. Ça, c'est vraiment du professionnalisme, hein, c'est de la haute voltige politique. Je finis quand même mon petit truc parce que ça peut intéresser. On a parlé beaucoup de mobilité et ça fait le point sur les enfants, les mouvements des enfants de l'école primaire. Et donc ça raconte des histoires qui ne sont pas tout à fait celles qu'on a pu entendre depuis ce matin. Donc je vous invite à le lire et César Armand à le regarder. Après, pour revenir au sujet qui est le nôtre, je ne sais pas si ça fait le bonheur, l'Eldorado, mais puisqu'on parlait de bonheur, on a effectivement recensé dans un document qui s'appelle l'Atlas des lieux d'innovation dans la métropole du Grand Paris. Donc ce ne sont pas que les tiers-lieux, puisque nous avons recensé plus de 1000 lieux qui aujourd'hui sont des endroits dans lesquels on peut s'installer pour inventer des choses. Et là-dedans, il y en a à peu près une trentaine qu'on pourrait qualifier de tiers-lieux, c'est-à-dire directement liés à ce qui pourrait relever de l'emploi de bureau, pour faire simple. Je pense que vous enrichirez mon propos. Je me permets de dire ça parce que depuis ce matin, on parle beaucoup d'emplois et de bureaux, et il faut savoir que la moitié des emplois de la métropole du Grand Paris ne sont pas des emplois de bureau. Et qu'en fin de compte, il y a beaucoup d'emplois qui, eux, ne se font pas dans des bureaux, et ce sont des emplois qui nous rendent service, puisque tous les gens qui sont là, nous sommes plutôt des emplois de bureau. Et dans ces lieux de soutien à l'innovation, il y a ce sont des lieux dans lesquels on a trouvé des entreprises. Ça a été notre critère d'entrée. Donc tous les lieux que nous avons recensés sont des lieux qui accueillent des entrepreneurs dans une partie de leurs locaux. Donc ça peut être des lieux avec un grand bar, mais dans un coin, il y a toujours de la place pour de l'entrepreneuriat. Et cet entrepreneuriat, il prend toutes les formes. Et c'est là où c'est très intéressant, parce qu'il y a 5 ans, la même étude montrait 250 lieux. Donc malgré la crise Covid, je dirais, on a donc fait un recensement qui est absolument incroyable, puisque ce recensement date de 2021, donc il est, je dirais, post-Covid. Voilà. Et je crois que c'est très encourageant. Ça montre bien que dans cette métropole, il y a à la fois des envies de faire les choses différemment, mais il y a aussi des lieux pour accepter qu'elles soient faites différemment, puisque quand vous faites des sondages où vous demandez à des entreprises ou à n'importe quel âge, d'ailleurs ce n'est pas forcément des jeunes, mais à quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat, ce dont il a besoin, la quasi-totalité des réponses, c'est « j'ai besoin d'un immobilier pas cher ». Dans l'arc de l'innovation, c'était toujours la question, c'était « donnez-moi des mètres carrés pas chers ». Et dans les travaux que nous menons à La Pure et dans les échanges que nous avons avec le monde de l'immobilier, il y a une ligne qu'on pousse qui est « êtes-vous capables tous de libérer vos rez-de-chaussée au prix des charges ?» de façon à ce qu'on réponde à la fois à deux choses. D'une part, d'avoir des mètres carrés accessibles pour faire cet Eldorado, et en même temps d'enrichir l'espace public, dont on a bien compris depuis ce matin qu'il était aussi le deuxième enjeu, c'est-à-dire que si on veut pouvoir avoir un endroit agréable avec une qualité de vie qui nous parle à tous, ben ça veut bien dire qu'on va pouvoir marcher dans l'espace public, et marcher confortablement dans l'espace public, ça permet d'utiliser les transports en commun. Voilà, donc à ce stade-là, je terminerai avec ça en disant, donc il y a une dynamique absolument incroyable, il faut la regarder avec des yeux très ouverts,
Il ne faut pas la regarder avec un prisme tiers-lieu parce que financement, caisse des dépôts, adapté, etc., etc. Il faut la prendre dans son entièreté et il faut mobiliser le monde du privé pour qu'il mette une partie de ses actifs à la disposition de cette dynamique au prix des charges et pas que ce soit uniquement, je dirais, les collectivités qui mettent à la disposition leur mairie, par exemple, pour faire autre chose que des services aux citoyens. Alors justement, Geoffroy Boulard, de votre expérience sur le terrain, parce que vous accompagnez aussi la création de tiers-lieux et vous accompagnez les municipalités dans ces nouveaux lieux, quelles sont les attentes, quelles sont les demandes? Pourquoi est-ce qu'on vient vous voir? Qu'est-ce qu'on attend de la création d'un tiers-lieu quand on est une municipalité, quand on est une ville, un territoire? Quelle est la promesse du tiers-lieu? T'as pas eu le droit au truc Non, je crois toujours pas. 1, 2, 1, 2, 2. Oui, pardonnez-moi. La métropole du Grand Paris, d'abord, c'est 131 communes. Et depuis 6 ans, avec le président Ollier, on souhaite développer une métropole agile, attractive et résiliente. Et avec la crise du Covid, on doit tenir compte aussi de l'aspiration. On est une assemblée de maires, mais métropole stratège qui réfléchit aussi à l'avenir et aux mutations dans nos communes et aux aspirations des habitants, des salariés. Et on l'a vu à travers le Covid, à travers le développement du télétravail, il y a une nécessité aussi de trouver des lieux pour permettre le développement personnel et professionnel et de concilier cela. Et donc les maires sont très attentifs maintenant sur ces sujets-là. Ça a beaucoup progressé. On a parlé des chiffres avec l'APUR dont on est partenaire. On a lancé effectivement des études pour analyser le phénomène, de voir qu'il y a un sujet aussi du côté des entreprises pour accueillir des tiers-lieux et que ça ne repose pas exclusivement sur la puissance publique, mais du côté des communes, on accompagne des projets de Fab Lab, d'aménagement d'espace dans des lieux culturels également, pour développer cette fertilisation croisée qui est attendue. Donc aujourd'hui, la métropole, elle agit aussi à travers des dispositifs comme Centre-Ville Vivant. On essaie de réimplanter de l'activité dans les cœurs de ville, l'activité économique, c'est important, mais aussi à travers des projets d'innovation qu'on va pouvoir soutenir, qui sont portés par les maires, avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire, des start-up, des grands groupes, mais aussi des institutions publiques pour développer ces tiers-lieux dans les villes. C'est important, l'idée c'est aussi d'avoir un rééquilibrage territorial et que les tiers-lieux ne soient pas exclusivement réservés à certains territoires, qu'ils soient partagés. Et puis on a des territoires différents. Donc l'enjeu c'est aussi de s'adapter aux territoires différents pour implanter ces tiers-lieux et compléter le maillage. Ça c'est très important. Je voudrais donner 3 exemples. Par exemple à Villejuif, la métropole a cofinancé ce qu'on appelle le tiers-lieu d'UMA, qui est un lieu ressource en fait, dans le quartier d'UMA, avec pour fonction notamment de créer du commun autour de services rendus aux citoyens et de faire société davantage, et notamment de développer le service public de proximité, fabriquer le quartier, réfléchir à l'avenir du quartier et le faire ensemble. Asso, c'est la manufacture. La manufacture, c'est un Fab Lab fibre et textile qui a été également cofinancé par la métropole. Et là, c'est la mise à disposition d'équipements à usage domestique et professionnel au sein d'un Fab Lab, afin de réduire notamment l'impact environnemental, on en parle beaucoup, de l'industrie textile et de créer des partenariats dans ce secteur. Je pourrais vous citer aussi Paris-Ouest La Défense, avec un catalyseur de l'entrepreneuriat et de l'innovation, où là, c'est un lieu collaboratif à La Défense qui est offert, et c'est là. Là, c'est les communes du territoire qui se sont fédérées pour ce lieu et créer un écosystème. Voilà, donc c'est très concret, mais l'enjeu, c'est de s'adapter à chaque fois à chaque territoire. Justement, vous parliez de rééquilibrage de territoire et j'aimerais bien qu'on revienne sur cette question parce que vous avez créé, Éric Leboe, une entreprise, donc vous n'êtes pas acteur public, mais vous aviez cette idée en tête de rééquilibrage des territoires et c'est ça qui est intéressant. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre projet et surtout de la vision que vous avez ? Alors EBOS, les espaces de coworking EBOS aujourd'hui, c'est plus qu'un projet puisqu'on a notre premier espace qui a été ouvert sur la commune de Montgeron en Essonne il y a maintenant 2 ans, et puis 2 projets qui vont voir le jour à Vigneux, dans un quartier prioritaire de la ville, et sur la commune de Ris-Orangis. L'idée de base, c'était bien sûr d'aller implanter des espaces de coworking là où on n'en trouve pas. Parce qu'aujourd'hui, vous allez faire 100 mètres dans Paris, vous allez tomber sur tous les grands acteurs que vous connaissez, que je ne citerai pas, mais
on en a à revendre. En revanche, là où c'est compliqué, quand on est au bout du RERD, ça devient plus compliqué de trouver un espace à taille humaine avec une déco sympa, parce que c'est pas parce qu'on est au milieu du RER qu'on n'a pas le droit d'avoir aussi un design sympathique, et toute la technologie nécessaire, parce que bien sûr, ce sont des endroits où on a besoin, vous le disiez tout à l'heure, dans les métiers qu'on fait aujourd'hui, on est à peut-être 50% du temps en visio ou autre, donc on a besoin de cette technologie-là. Et l'idée, c'était bien sûr de venir apporter ces solutions pour permettre, dans un premier temps, de pallier à des problématiques, je dirais tout simplement de mobilité ou de transport, puisqu'on parle du Grand Paris, mais si on va encore un peu plus loin que le Grand Paris, une grève de RER, c'est la croix et la bannière pour des milliers de personnes tous les matins. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a comme solution ? Ça devient très compliqué. Et l'idée, c'était justement de venir permettre aux gens de travailler à proximité, parce que j'entends beaucoup parler d'enjeux de mobilité, mais je crois que le vrai enjeu de la mobilité, c'est la non-mobilité. C'est-à-dire permettre aux gens de ne pas avoir, justement, à prendre ni la voiture, ni le RER, parce qu'on va bien sûr parler du pouvoir d'achat, on va parler d'écologie, et en dehors de ça, de redynamiser nos centres-villes. Mettre un espace de coworking dans une ville, c'est donner la possibilité à 20, 30, 40 personnes d'aller déjeuner dans les restaurants de la ville, de faire leurs courses à côté plutôt que de les faire à Paris, parce que quand on rentre, c'est trop tard. Est-ce que finalement, tiers-lieu, ce n'est pas une sorte de réponse un peu miracle à des problématiques et des enjeux que les politiques publiques, que les politiques urbaines n'arrivent pas aujourd'hui à résoudre ? Éric Lebois vient d'en citer quelques-unes. Dominique Alba. Oui et non. Au sens, oui, c'est important qu'il y ait des lieux sans programme affecté. Ce matin, Emmanuel Grégoire disait, comme vous venez de le dire, le meilleur déplacement, c'est celui qu'on ne fait pas. Et je dirais que la ville du quart d'heure, qui répond à 80% des besoins, c'est un peu ça. Et tout le monde, je dirais, approuve et tape les deux mains au fait que puisse exister des endroits dans lesquels on peut s'installer pour travailler à proximité du domicile, dans le cas de télétravail, etc. Le danger, c'est de faire ce qu'on a fait depuis l'après-guerre, c'est-à-dire qu'on fait alors des bureaux, des logements, des commerces et maintenant des tiers-lieux. Et donc, si vous n'avez pas coché toutes les cases machin, vous n'êtes pas tiers-lieu. Alors qu'en fin de compte, ce qui est intéressant dans l'atlas que nous avons fait, c'est qu'il y a des lieux. Voilà. Avant d'être tiers, ils sont lieux. Ils réemploient des bâtiments qui sont alors de toutes sortes. Donc, vous parliez du goût du design. Je fais joker sur le design. Ils sont de toutes sortes. On l'avait présenté un soir devant les élus, c'était sidérant. Et il y avait justement France Tiers-Lieu qui était là, et on voyait bien qu'on était un peu décalé par rapport à ce qu'est l'archétype du tiers-lieu et ce qu'est la réalité en fait des lieux qui se mettent en place, portés par des systèmes mixtes qui peuvent être privés, publics, citoyens. Et je crois que c'est là où il faut qu'on fasse attention à nous-mêmes. On adore mettre les choses dans des boîtes, comme ça on a l'impression que c'est réglé et que le problème va avoir une solution. Et je pense que vous êtes la preuve vivante que ça ne se règle pas comme ça. C'est des systèmes fertilisants qui s'installent avec des opportunités et qu'il faut absolument qu'on arrive à se décoincer de nous-mêmes pour créer des espaces dans lesquels ces opportunités puissent pousser. C'est très compliqué et je crois que tout l'argent qui est investi aujourd'hui dans les réseaux de transport nous le permet et nous y oblige. Et je vois qu'arrivent maintenant des permis de construire sans usage, des choses tout à fait bizarres. Nous travaillons avec les notaires Chevreux pour trouver aussi des solutions juridiques, pour montrer comment on peut hybrider les programmes sans avoir à questionner la loi. Et ça va jusqu'à accepter de l'hébergement d'urgence, puisque nous, ce qu'on a mis en avant à la Pure, c'est qu'en fin de compte, un des problèmes auxquels on ne sait pas faire face, c'est l'hébergement d'urgence, et qu'en fin de compte, associer tiers-lieu, entre guillemets, et peut-être hébergement d'urgence, ça peut nous aider à résoudre une double équation, c'est-à-dire éviter que des gens soient à la rue et permettre à des gens de travailler près de chez eux. Alors là, on voit le tiers-lieu Eldorado sous l'angle utilisateur et pour résoudre des problématiques. Est-ce que le tiers-lieu, c'est un Eldorado pour les créateurs d'entreprises ? Alors, c'est une excellente question parce que depuis tout à l'heure, j'entends dire que les tiers-lieux sont beaucoup portés par la puissance publique. C'est pas ce que moi je constate, et justement, je fais partie de plusieurs réseaux de créateurs de tiers-lieux qui sont des opérateurs privés et qui se retrouvent finalement à rendre un service qui, bien souvent, est assez proche du service public. Je vais vous donner un exemple tout simple. Dans mes espaces, nous faisons la gratuité pour les étudiants. Et
nous le faisons à titre privé parce que c'est une de nos valeurs de pouvoir, bien sûr, c'est intéressant par rapport à cette mixité des emplois et des usages. Un espace de coworking, je vais parler de ceux que je connais, mais je peux parler de tous ceux des réseaux que je connais, c'est un endroit qui est utilisé par des start-upers, par des entrepreneurs, par des TPE, par des praticiens dans des sophrologues et autres qui se développent beaucoup en ce moment, par des jeunes, par des artistes, par des gens qui font du web design. C'est très très varié et justement, la mixité de ces usages permet aussi justement de recréer des liens entre les gens. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'une des vocations des tiers-lieux, c'est notamment, et vous le disiez aussi, ramener les gens ensemble. J'ai fait un petit sondage auprès d'à peu près 300 de mes clients. 80% d'eux disent que la première raison qui les amène dans un coworking, c'est créer du lien. Mais vous dites coworking, tiers-lieu, c'est pas tout à fait pareil. Coworking est une forme de tiers-lieu. Absolument. Geoffroy Boulard, sur cette question de l'accompagnement par la puissance publique, qu'est-ce que vous pouvez apporter ? Alors, c'est vrai que les communes, elles ne vont pas créer d'entreprises, mais elles vont créer les conditions pour que des projets émergent. Ils peuvent être culturels, peuvent être artistiques, économiques, industriels. Et donc, selon les territoires, les maires vont être intéressés pour garder cette créativité, cet esprit d'innovation, parce que les tiers-lieux, c'est d'abord des lieux d'appui à l'innovation locale, et donc c'est très important. Et il y a tous les profils, vous le disiez, il y a beaucoup de communes qui ont noué des partenariats avec des opérateurs de coworking pour que les étudiants, pendant le Covid, ils puissent sortir de chez eux et puis ils puissent aller travailler dans des lieux privés. Mais il y a eu, il y a des opérations qui continuent, c'est important. Moi, ce que je voulais simplement dire, c'est que les tiers-lieux, c'est vraiment... Il y a toutes les formes, et Dominique Alba en a parlé. Il n'y a pas un schéma, et on va s'adapter. L'idée, c'est de pouvoir garder cette vitalité, cette attractivité. Moi, je voulais juste évoquer le concours métropolitain Inventons la métropole du Grand Paris. Cette année, dans la 3e édition, alors elle a été plus difficile pour sortir des projets et des lieux. On va pouvoir lancer parce que après le Covid, le rapport à la construction est toujours un peu plus compliqué. Mais il y a des friches industrielles, il y a des lieux. Et les tiers-lieux ont toute leur place. Et notamment à travers les gares du Grand Paris Express. Vous parliez des mobilités. Voilà une opportunité exceptionnelle de développer des tiers-lieux dans les gares, près des gares, dans les quartiers de gares qui vont se façonner autour du Grand Paris Express. Ça fait partie des items qu'on a souhaité développer avec Patrick Ollier et proposer aux maires d'aménager leur gare et d'y intégrer notamment des tiers-lieux qui vont s'adapter au territoire, qui ne vont pas être les mêmes partout. Mais c'est aussi un des enjeux de la grande mutation qu'on est en train de vivre et qu'il faut mener à marche forcée et accélérée, ça c'est sûr, au regard des enjeux donc écologiques qu'on a à faire face. Et les tiers-lieux sont une réponse aussi à cela. Et pour ça, il faut de la créativité. Donc à la métropole, on accompagne les maires, les agents aussi du service public, pour pérenniser ces lieux. Parce qu'il y a un sujet de pérennisation. Il peut y avoir des tiers-lieux éphémères. Quand vous avez un projet de réhabilitation d'un immeuble, il y a des structures qui sont capables de faire venir des artistes, des start-up pendant la durée d'occupation. On connaît les opérateurs, ils sont très efficaces et ça rend service à des jeunes pousses qui ont besoin de ces quelques mois et qui vont bénéficier d'un écosystème très intéressant parce que très divers au sein du tiers-lieu pour développer des marchés, diversifier éventuellement leurs services. Vous disiez effectivement qu'il fallait les accompagner dans la durée, les faire vivre. Dans votre atlas, Dominique Alba, on voit qu'il y a des tiers-lieux qui ont fermé, puisque vous avez regardé ça sur une certaine échelle de temps. Quel est le modèle économique, le modèle de fonctionnement idéal ? Alors j'imagine qu'il n'y a pas de réponse toute faite à ça, mais peut-être les éléments à essayer de trouver ou à mettre en place pour faire en sorte que ça soit viable. Justement, je voulais parler de ça. Et savoir que l'Eldorado, c'est pour qui ? Bien sûr. Parce que ceux qui rament, ceux que tu citais, eux, ils sont payés, on va dire, salaire moyen, c'est même pas le SMIC. Toutes ces structures qu'on trouve formidables, je ne les citerai pas. Et d'un autre côté, on a dans Paris certains opérateurs qui ont fait du coworking, on va l'appeler comme vous voulez,
avec une part de RSE quand même, hein, donc il y a toujours de la place pour ceux qui ne payent pas, mais en fait, quelque chose qui a encore plus augmenté le prix du loyer de bureau. Oui. J'ai discuté avec Xavier Lépine, on est dans le QCA, un mètre carré de bureau aujourd'hui à Paris, ça vaut 35 000 €. Donc l'Eldorado, oui, mais pour qui? Donc je pense qu'une des questions à laquelle il faut qu'on réponde, c'est que, OK, il y a un marché, admettons le QCA c'est tout petit, d'accord. Mais peut-être qu'il faut, et c'est pour ça que je parlais de ce rôle de l'immobilier qui doit lui-même mettre une partie de cette valeur au service de ce qui fait la valeur sociale, de ce que vous avez très bien décrit, monsieur, en disant vous accueillez tout un tas de gens, donc vous rendez un service public, mais dans des lieux que vous louez, et donc à un moment, vous avez une équation, quoi. Toc, 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 j'ai un bilan, quoi. Et il y a un moment où vous ne pouvez plus jouer votre rôle, très difficile à équilibrer. Et je ne dis pas que les collectivités font tout, je dis qu'aujourd'hui, la Caisse des dépôts a mis en place des fonds pour financer justement et aider à ces équilibres. Mais c'est vrai que la logique voudrait que le marché soit un marché normal et qu'il n'y ait pas d'un côté une hyper rentabilité et d'autre côté une sorte de précarisation extrême. Et donc aujourd'hui, on est en train d'analyser dans le détail une quinzaine de ce que j'appelle les nouveaux acteurs de l'immobilier, donc de rentrer dans les bilans, de regarder comment ça marche, etc. C'est dur. C'est qu'en fait, la valeur, elle n'est jamais chez eux, quoi. Donc c'est quand même un peu compliqué. Donc l'Eldorado, sans doute, mais avec une chaîne de valeur qu'il va falloir un tout petit peu améliorer. On n'a pas beaucoup parlé d'argent au sommet du Grand Paris aujourd'hui, et je pense qu'à un moment, il faut quand même en parler un petit peu, quoi. D'autant plus qu'avec les prix de l'énergie qui montent, avec l'inflation, j'imagine que vous abordez l'hiver de manière peut-être assez inquiète. Complètement. Et encore une fois, Madame l'a bien souligné, effectivement, on se retrouve à remplir une part de service qui tutoie le service public, sans en avoir bien sûr les financements, même si je tiens à dire quand même et à préciser que la région Île-de-France a lancé une grande campagne de soutien à la création des tiers-lieux. Mais vous connaissez aussi bien que moi l'exploitation d'un business, quel qu'il soit. Le créer, c'est bien. Derrière, il faut arriver à le pérenniser. Et c'est vrai que pour des espaces comme les nôtres, la crise de l'énergie va représenter un impact énorme sur notre équation et sur la rentabilité du modèle. C'est très très inquiétant pour nous. Et pour autant, on entend dire un peu partout les tiers-lieux vont être une solution à la crise énergétique. Peut-être, mais moi, ça a plutôt tendance à m'inquiéter parce que si j'ai encore plus de monde et que mon chauffage, mon électricité me coûte encore plus cher, l'équation va être difficile. Donc encore une fois, si on est tous d'accord pour dire qu'il y a un service qui est rendu, je pense qu'il faut aussi être d'accord sur comment on accompagne et comment on rend faisable ce service sur du long terme. Alors, est-ce qu'on peut imaginer des nouveaux types de partenariats? Est-ce qu'on peut imaginer un rôle peut-être plus actif de la part des grandes entreprises, des grands groupes? Aujourd'hui, qui a l'argent et qui peut finalement aider ces tiers-lieux? Geoffroy Boulard. Oui, je crois que les modèles hybrides, on le voit sur la métropole, ils existent pour les tiers-lieux. Hein. Ce n'est pas exclusivement privé, ce n'est pas exclusivement public. Et comme il y a une pérennisation, ça peut être amorcé au départ par la commune, par la ville, par une association, mais très vite le modèle économique. Et là, forcément, on va avoir besoin du privé et inversement. Le privé, il va avoir à un moment donné, l'acteur va avoir besoin aussi d'une résonance, je dirais, publique, sociale. Et là, effectivement, les maires ont un rôle à jouer pour développer, pérenniser surtout ces lieux sur leur territoire. Ça, c'est très important. On ne peut pas se contenter, peu importe la forme, l'origine, tout le monde va être acteur et tout le monde va être engagé, mobilisé pour les maintenir. Après, il faut qu'ils répondent aussi aux besoins des utilisateurs de tiers-lieux. Et on doit être à l'écoute aussi de ce qu'attendent aussi les utilisateurs. Et on voit l'évolution quand même très rapide avec le développement du télétravail, des allers-retours, hein, parce que il va falloir être agile aussi. Et les tiers-lieux, c'est l'essence même hein, d'un tiers-lieu, c'est d'être agile, de proposer des solutions. Après, il y a beaucoup de formes très très différentes, mais voilà, c'est aujourd'hui voilà, quelque chose de très moderne qui est absolument à développer, mais effectivement, il doit être à la portée de tous. Et ça, c'est l'enjeu aussi des maires, que ce soit pas quelque chose de réservé, d'élitiste, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui va généraliser le recours au tiers-lieu pour tout type de public.
Vous réfléchissez justement, je crois, à des types de partenariats, à ce que pourrait faire le secteur privé avec vous, pour vous. Quelles sont vos pistes de réflexion ? Je crois qu'il y a un acteur important qui, bien sûr, les employeurs, parce qu'on a parlé des télétravailleurs, mais je peux vous donner l'exemple de mes espaces où il y a très peu de télétravailleurs, pour la simple et bonne raison que je ne vois pas qui aujourd'hui serait prêt à payer de sa poche pour devoir travailler près de chez soi. Donc tant qu'il n'y aura pas un système qui incite massivement les employeurs à prendre en charge, sous quelque forme que ce soit, tout ou partie de ce que représente le coût d'une journée ou deux par semaine de télétravail en espace, quel que soit l'espace d'ailleurs, quelle forme de tiers-lieu, ça sera compliqué. Et là, on a besoin peut-être que les collectivités, et je le dis, je travaille avec l'agglomération du Val d'Isère-Val de Seine, qui agit beaucoup dans ce sens-là pour aller promouvoir les tiers-lieux de son territoire auprès des grands acteurs. Mais je crois qu'il faut aller encore plus loin parce que la problématique va s'accentuer et ça ne peut pas résider que sur les fonds privés des tiers-lieux existants. Uniquement réservé aux grandes entreprises, ou aux grandes entreprises qui rationalisent leur immobilier de bureau et qui vont être en capacité de donner une compensation en jours de tiers-lieu, j'ai envie de dire, de télétravail. Ouais. Et c'est un enjeu, effectivement, mais là, il doit y avoir une incitation forte qui doit être faite auprès des employeurs, je suis d'accord. Comme l'indemnité kilométrique vélo. Ça n'existait pas, hein. Donc c'est pas très très compliqué, hein. Puis il y a quand même quelque chose, et le SCOT, que tu n'as pas encore cité, mais je cite le SCOT métropolitain, attire l'attention sur le nombre de mètres carrés vides qu'on pourrait réutiliser. Alors je ne vais pas parler des logements vacants, parce que ça serait un trop gros sujet, mais il y en a plein d'autres, et j'ai pour habitude de dire aujourd'hui que j'ai trouvé un promoteur immobilier extraordinaire, pas cher, hyper durable, et qu'on peut tous mettre en œuvre, ça s'appelle le temps. Je ne parle pas de la ville du quart d'heure, je dis que si on utilise plus et mieux un espace, c'est-à-dire que si on met du temps à disposition, on a des mètres carrés, et puis c'est ce que vous faites avec ces lieux alternatifs, on va dire, qui peuvent se retrouver dans des situations très très variées, on est tous gagnants. On ne construit pas de mètres carrés en plus, on offre plus de services, et en même temps, on fait de la valeur sociale. Donc, où est l'erreur ? Et on est tous en train de courir après la ville durable, la ville parfaite, etc. On veut un Grand Paris qui soit exceptionnel, mais on a les moyens de le faire avec ce partenaire-là qui, en fait, trouve des usages, que ce soit le partage de l'espace public ou le partage des mètres carrés. Et quand on dit aux acteurs de l'immobilier, lâchez-nous quelques mètres carrés sur des baux longue durée, et puis vous allez vous installer, faire votre business, mais au moins vous aurez un bail avec un truc correct, quoi, je dirais. Après tout, ça doit pouvoir s'inventer, ça ne paraît pas hyper compliqué. Aucun programme immobilier ne fait sa recette sur le rez-de-chaussée, hein. Voilà. Est-ce que vous voulez réagir ? Il nous reste 1 minute. Oui, il y a aussi une étude, un projet qui a été mis en place par un réseau qui s'appelle Relais d'entreprise, qui est la valorisation des kilomètres non effectués, et qui permet en fait de réinvestir, en fait, de valoriser ces kilomètres en euros et de les donner aux employés qui ont fait du télétravail pour pouvoir les réutiliser dans les petits commerces de leur ville. Des mécanismes, il y en a plein. Les mécanismes sont là. Maintenant, il faut peut-être un petit soutien de la force publique pour venir inciter les grands opérateurs privés, les grands employeurs à le faire, et les petits employeurs aussi, bien sûr. La force publique veut-elle réagir ? Oui, alors tout peut pas effectivement reposer sur les communes, parce que là il faut des incitations nationales, il faut que ce soit uniforme si on veut un vrai mouvement qui transforme les territoires sur le sujet. Moi je voulais juste dire aussi qu'à la métropole du Grand Paris, on a cette même volonté aussi de connaître plus finement le déploiement des tiers-lieux au sein de la métropole, avec une actualisation d'un atlas des lieux culturels du Grand Paris, c'est en lien avec la PUR. 18 octobre. 18 octobre, voilà, la DRAC et la Société du Grand Paris, j'en ai parlé autour des gares, et des gares, et qui sera donc dévoilé effectivement le 18 octobre, qui va répertorier tous les lieux, tous les tiers-lieux à vocation culturelle. Voilà, c'est aussi ce qu'on... Les maires, ils ont besoin aussi d'analyser, besoin de se reposer
pour voir. Et puis ensuite, la stratégie métropolitaine, elle doit se déployer pour un rééquilibrage. Mais il nous faut de la data, il nous faut des opérateurs qui travaillent depuis longtemps sur ces sujets et qui nous fassent remonter l'information pour qu'on puisse ensuite mener des politiques de rééquilibrage, mais pas à marche forcée, toujours avec l'impulsion locale et l'initiative locale et la liberté laissée aux communes. Merci beaucoup à tous les trois pour cette première vision, ce premier panorama des tiers-lieux. Merci.